Et salut, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Bienvenue sur l'épisode de On n'est pas là pour enfiler des perles. Il me semble que c'est l'épisode numéro 5. Et tu vas voir sur cet épisode, on vient interviewer du coup Violette. Violette, c'est une diététicienne avec qui je travaille qui est vraiment super. Tu verras dans cet épisode, on va parler régime, on va parler de toutes les idées, les régimes que tu vas pouvoir croiser qui sont vraiment bullshit, très sincèrement. On va parler aussi du déficit calorique, des sensations alimentaires, ok. Tu vas voir, cet épisode, il est riche en conseils, en solutions. Donc accroche-toi et on se retrouve juste après. Et bonjour Violette, comment ça va? Salut Jérôme, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Déjà, merci beaucoup de prendre ce temps pour moi, pour qu'on puisse discuter un petit peu tous les deux. On se connaît plus de mon accompagnement et du coup, on n'avait pas pris le temps de discuter plus que ça après sur les sujets qui sont l'alimentation. Donc, on est à toi. Et ça me fait vraiment plaisir pour de t'accueillir. Je Avec voudrais plaisir. qu'on prenne le temps déjà que tu te présentes pour que les auditeurs du coup sachent un petit peu qui tu es. Ok, du coup je m'appelle Violette, donc voilà, Violette Duval, je suis diététicienne nutritionniste. J'exerce en libéral, donc je travaille à mon compte et je me suis spécialisée dans plusieurs domaines, les troubles du comportement alimentaire, l'alimentation du sportif, bien que ce soit deux problématiques qui très souvent s'entrecroisent et donc toujours intéressant d'avoir les deux notions. Euh, et voilà, et je fais moi-même du sport, plutôt des sports d'endurance, notamment du cyclisme et de la course à pied, et un peu de musculation. C'est déjà pas mal quand même. Et C'est déjà... qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de partir sur cette spécialité, enfin sur les troubles du comportement alimentaire, parce que c'est un sujet qu'on entend énormément parler, des sujets qu'on voit beaucoup maintenant, que ce soit sur les réseaux, mais même avec les femmes qu'on accompagne. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de spécialiser un petit peu là-dedans? Je pense que je me suis très vite rendu compte que les diplômes qui préparent en France au métier de diététicien sont pas du tout tournés vers le comportement alimentaire. Ce sont des diplômes qui normalement préparent à exercer en institution hospitalière et qui du coup sont très orienté physiopathologie, diététique thérapeutique, plutôt sur l'aspect médical. Euh, et on a très peu de psychologie appliquée, très peu de comportement alimentaire. Or, je pense que si la plupart des gens ont des problématiques avec leur alimentation et leurs problèmes de poids, euh, c'est pas toujours par manque d'éducation alimentaire, mais c'est bien qu'il y a quelque chose de plus complexe parce que savoir qu'il faut manger des légumes, qu'il faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, tout le monde le sait. La question, c'est pourquoi les gens n'y arrivent pas. Euh, donc pour moi, me renseigner, apprendre, aller chercher de ce côté-là pour comprendre et pouvoir mieux accompagner les gens, c'était indispensable. Après, forcément, quand on parle de relation à l'alimentation, il y a un petit peu tous les niveaux. Il y a ce qu'on appelle les troubles alimentaires cliniques. Donc là, on est sur des vraies pathologies considérées comme pathologies psychiatriques, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, mais aussi plein de nuances de ces troubles-là qui sont considérés comme subcliniques et donc pas comme des pathologies, mais qui peuvent pourrir la vie des gens au quotidien. Des relations un petit peu troublées, des relations conflictuelles à son corps, à la nourriture. Euh, et finalement, plus de gens, je pense, que ce qu'on imagine sont concernés par ces problématiques-là. Et donc, même si ce sont pas des TCA cliniques, ces personnes-là sont légitimes d'être accompagnées et de pouvoir comprendre comment fonctionne leur corps, comment fonctionne leur rapport à l'alimentation pour retrouver un petit peu de sérénité dans leur assiette. Tout à fait d'accord avec toi. Et en vient une question du coup que j'adore. Du coup, on est d'accord que la faim n'est pas qu'une réaction physiologique. Il y a certes la faim entre guillemets physiologique parce qu'on a besoin de manger, et aussi un petit peu entre guillemets la faim émotionnelle qui peut jouer vraiment un facteur clé sur une perte de poids ou sur d'autres objectifs. Mais du coup, ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant à aborder quand on cherche à voir un petit peu où on en est avec son alimentation. Oui, tout à fait. Alors, la faim physiologique en soi, elle peut aussi être influencée par d'autres facteurs, notamment le manque de sommeil, qui peut engendrer de vraies sensations de faim. Ça ne veut pas dire que le corps a besoin de manger, ça veut dire qu'il exprime cette fatigue
De cette façon-là, il va biaiser les ressentis alimentaires. Donc, pour autant, on a une faim physique réelle sans avoir besoin de manger. Ça peut arriver. Même si la plupart du temps, la sensation de faim physique est assez fiable chez quelqu'un qui a une alimentation plutôt équilibrée, plutôt bien régulée. Mais ça peut se déréguler par le manque de sommeil, par une alimentation trop transformée, par différents facteurs. Et ensuite, on a effectivement toute la composante émotionnelle de l'alimentation, puisque l'alimentation est un régulateur émotionnel chez l'humain. C'est pas pathologique, ça fait partie du système des neurotransmetteurs. Le repas a aussi pour régulation, enfin pour rôle de réguler l'humeur, et ça c'est hyper important. Le problème c'est quand effectivement le schéma est poussé à l'extrême et que la nourriture va servir de régulateur émotionnel en toutes circonstances, jusqu'à entraîner des comportements qui sont dysfonctionnels ou contre-productifs sur le long terme. Et qui vont générer beaucoup d'anxiété, de l'insatisfaction corporelle par une prise de poids, des mécanismes de type foutu pour foutu, etc., qui vont ensuite être complètement contre-productifs. Donc c'est toujours ce juste milieu à trouver. Et d'ailleurs, quand on parle de sensations alimentaires et d'écouter ses besoins, l'idée, c'est pas du tout de rentrer dans un régime faim-satiété. Si on commence à se dire que quand on n'a pas faim, on n'a pas le droit de manger, c'est la porte ouverte aussi à une aggravation des troubles alimentaires. Donc c'est vraiment ce juste milieu de comprendre les signaux du corps. OK, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Et quelles décisions je prends, quels choix alimentaires je vais faire en conséquence pour me faire du bien sans pour autant non plus me saboter sur le long terme si ça ne le nécessite pas. Ouais, donc du coup, de se responsabiliser par rapport à ça. Si, voilà, entre guillemets, on a envie d'un cookie, on mange le cookie. Simplement, voilà, comprendre ben, quel besoin il vient assouvir à ce moment-là et être au clair avec ça et surtout se dire bah, que c'est normal. À un moment donné, bah, on a appris une mauvaise nouvelle ou ça va pas, et ben peut-être qu'on a besoin d'un réconfort et c'est OK, c'est normal, c'est humain. Exactement. Et puis le tout, c'est de faire le tri pour pas que ça devienne non plus un comportement systématique, de se dire, OK, là, ça va pas, je vais manger un cookie, parce que sinon, on s'en sort plus, notamment chez les personnes qui ont souvent des coups de mou, qui sont dans des périodes compliquées, mais d'être capable effectivement de faire la part des choses et de se dire que dans certaines circonstances, bah, se faire plaisir ou profiter de sa vie sociale, tout simplement, c'est important parce que bah, notre santé mentale est importante. Et puis même en termes de valeurs, si on est, je sais pas, sur un repas avec des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, etc., est-ce que la restriction va nous permettre d'avoir de bons souvenirs ensuite. Pas forcément. Parfois, il vaut mieux effectivement garder le souvenir d'un bon moment passé avec des amis, d'avoir bien mangé, d'avoir découvert de nouveaux plats ou d'avoir goûté un dessert qui nous faisait vraiment envie, plutôt que de se remémorer ce repas comme un jour où on a lutté pendant 1 heure alors que tout le monde se faisait plaisir à côté. Euh, c'est vraiment remettre toujours du contexte, euh, penser aux conséquences de ses actes et à ses besoins surtout, d'être capable d'être à l'écoute de ses besoins à l'instant T, tout en ayant conscience bah, d'une dynamique plus globale. Tout à fait. J'aime bien le mot global. Ça, c'est une chose que j'aime bien répéter. L'alimentation, ça se voit pas sur un repas ou sur une journée, mais ça se voit de manière globale sur une semaine, des fois même sur un mois, parce que je pense par exemple aux périodes des fêtes. Si on commence à regarder l'alimentation sur la semaine, sur les périodes des fêtes, on s'en sort plus là. À la fin, on déprime. Mais il faut regarder les choses vraiment de manière globale sur le mois pour voir qu'à ben, à un moment donné, en fait, tout est OK, tout est normal et il suffit de reprendre la vie comme c'était. Exactement. Super. Et du coup, ben, moi qui suis dans le monde de la perte de poids, même toi, bon, bah, qui connaît bien ça avec le côté diète et la spécialisée en TCA, sur les réseaux, on entend vraiment tout et n'importe quoi. Comme je te disais tout à l'heure, ben voilà, le morphothérapeute qui, en fonction de la morphologie, te dit de pas manger de glucides que le midi et repartir. Pas plus tard que tout à l'heure, j'en ai eu une qu'on lui a conseillé de supprimer les lipides parce que c'était du gras et que du coup, le gras attire le gras. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit penser et comment on doit trier les informations par rapport à tout ce qu'on entend sur les réseaux et on peut se rétablir un petit peu la vérité là-dessus. Alors, ce qui est certain, c'est que ce qui va être vendeur, c'est des méthodes qui sont simples à appliquer et qui promettent des résultats rapides. Globalement, c'est les deux ingrédients de la formule marketing, facilité et résultat.
Donc, toutes ces méthodes, finalement, elles sont faciles à mettre en place. Régime cétogène, vous enlevez tous les glucides. Chrononutrition, vous avez le droit de manger ça, vous avez le droit de manger ça. C'est tout simple. Compter ses calories, c'est pareil. C'est simple, c'est bête, c'est méchant. Euh, et c'est facile à appliquer. Et en général, on est sur des méthodes qui sont du coup très restrictives et qui entraînent des résultats rapides. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur le long terme, ces méthodes un petit peu miracles, elles ne fonctionnent pas puisqu'elles ne réapprennent pas à manger. On n'est pas sur des rythmes qui vont être socialement tenables sur le long terme. Très souvent, ça entraîne des reprises de poids ensuite. Donc, la première méfiance finalement à avoir, c'est le manque de nuances. C'est de se dire que si une offre est peu nuancée avec quelque chose de très, euh, de très marqué, avec des règles qui sont strictes, mais qui sont simples et qui sont restrictives, la plupart du temps, ça sent pas bon. Tout ce qui va être dogmatique, qui va diaboliser une catégorie d'aliments ou qui va diaboliser un moment de la journée. Je pense par exemple au jeûne intermittent. C'est une approche qui peut être bonne pour certaines personnes, qui peut ne pas l'être pour d'autres. Aujourd'hui, scientifiquement, on est assez nuancé sur le sujet. Donc, quelqu'un qui va vous dire que le petit déjeuner, il faut le sauter, c'est radical, c'est dogmatique. Donc tout de suite méfiance. Ça ne veut pas dire que pour certaines personnes ce sera pas une bonne approche. Ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Mais de façon générale, dès qu'on vous lance une vérité absolue et quelque chose de non nuancé, de non négociable, ça pue. Pareil pour les résultats rapides. On peut perdre du poids rapidement. Généralement, quand les pertes de poids vendues sont extrêmes, très rapides, ou qu'on vous promet la lune, entre guillemets, bah c'est aussi sujet à méfiance. Ça peut ne pas être une très bonne idée. Ouais, tout à fait. La perte de poids rapide, ça, j'aime beaucoup ça. C'est un créneau magnifique. Moi, pour avoir été boxeur, même là avec l'haltéro, le sujet du poids est très touchy parce que bon, on est dans des catégories de poids. Alors, j'aime bien replacer le contexte de, moi, ça m'est arrivé de perdre 3 kilos pour un combat et de les perdre sur la semaine. Après, je sais que c'est 3 kilos de flotte, c'est pas 3 kilos de terrain. À un moment donné, faut remettre les choses dans son contexte et aussi remettre les choses de, ouais, j'ai perdu 3 kilos, j'ai fait mon combat. Je crois que 3 jours après, j'avais repris mes 3 kilos, quoi. Faut placer et Oui, et je puis souhaite à personne ça faire ce genre de va choses. de plus en plus vite aussi sur ces sports-là. Moi, je reçois parfois des sportifs en compétition. Au début, bon, bah, c'est 2-3 kilos à perdre à chaque compétition. Et puis, à force de faire le yo-yo, ils se retrouvent avec des 6-7 kilos, voire plus, à perdre avant chaque compétition. Et on se retrouve avec des yo-yo et des comportements alimentaires qui sont complètement, complètement non fonctionnel et problématique parce que sur le long terme, ça génère du coup beaucoup de souffrance, hein. Et puis bah, le corps n'aime pas trop non plus. Non, ouais, je te le garantis, le corps n'aime pas ça et c'est pour ça qu'on en voit beaucoup exploser en plein vol à cause de ça. Et Mm. se retrouver après, bah, quand ils finissent leur carrière, à prendre des fois 10, 15, 20 kilos parce que bah, ils n'ont plus aucun contrôle. Mm. Et du coup, voilà, la perte de poids, enfin, du principe, bon, il y a une base mathématique, à un moment donné, il faut créer un déficit calorique pour perdre du poids, ça on en avait déjà discuté, voilà, mais par contre, pas faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faire des déficits caloriques comme on peut voir sur certains régimes ou les méthodes comme j'aime ou autres que j'affectionne énormément, où on se retrouve avec des déficits caloriques à 500, 700 calories parfois pour une personne. Alors, expliquer un petit peu, du coup, bah, comment créer un déficit calorique et surtout comment le faire de manière, on va dire, saine, sans brûler les étapes. Alors le déficit calorique, sa valeur, elle va être aussi proportionnelle aux besoins énergétiques de l'individu. C'est vrai que très souvent, en musculation, on entend bah, tu mets 400 de déficit calorique et puis voilà, ou ce genre de choses où, hop, vite fait, bien Ouais. fait, c'est le même chiffre pour tout le monde. C'est pas le cas. Je sais pas si on prend un homme qui fait 90 kilos, quelqu'un qui est plutôt sportif, les dépenses énergétiques peuvent rapidement atteindre 3000 calories par jour. Donc 500 calories sur 3000, c'est pas grand-chose, c'est pas un gros pourcentage. Par contre, si on prend une femme qui est relativement sédentaire, qui se fait 2 petites séances de 30 minutes de sport par semaine pour bouger un petit peu, mais qui va au boulot en voiture et qui finalement n'a pas une grosse activité physique, si ça se trouve, ses besoins énergétiques tournent autour de 1800-1900 calories. Si on la met au même déficit calorique de 500 kilocalories par jour,
on va se retrouver avec des apports alimentaires qui vont tourner à 1003, 1004. Et en fonction de son poids, on va pouvoir éventuellement être même en dessous du métabolisme de base, donc du métabolisme qui assure les fonctions vitales, ce qui va avoir des problématiques de santé sur le long terme. Donc, le total calorique, enfin le nombre de calories des déficitaires, ça va dépendre plus d'un pourcentage de l'apport énergétique total que d'un chiffre absolu qu'on pourrait mettre à tout le monde. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est hyper important quand on fait, enfin, il y a certaines personnes qui peuvent avoir un déficit à 1000 calories hein, en fonction du coup de leur activité physique, du poids de départ aussi. Plus on est en surpoids, plus on peut avoir un déficit conséquent. Par contre, plus le poids est bas, plus c'est compliqué. Ça va dépendre aussi de la durée du déficit. Et ça dépend de tellement de facteurs qu'effectivement, il faut plus souvent réfléchir en termes de pourcentage de déficit. Et encore, même les recommandations pour les personnes obèses, c'est pas plus de 30%. Je pense que sur les réseaux, on voit souvent plus de 30% de déficit. Et encore, même pour une personne qui souffre d'obésité, un déficit à 30%, c'est quand même un déficit qui est assez conséquent et qui n'est pas forcément tenable sur le long terme. Donc, il faut vraiment être modéré sur ce déficit-là, se dire que si on est capable de le tenir que 15 jours, c'est problématique et que ça va générer aussi beaucoup de fatigue. Qui dit beaucoup de fatigue dit diminution de l'activité physique spontanée, diminution des performances, diminution du métabolisme. Et donc, au final, ce déficit qui, à la base, était peut-être de 500 ou de 600 calories, bah, ça va devenir plus que 200 ou 300 parce que l'activité physique à côté ne suit plus, le corps il commence à se mettre au ralenti en mode économie d'énergie. Donc parfois il vaut mieux un déficit énergétique modéré qui permet de s'entraîner correctement, de maintenir des performances, de continuer à gagner du muscle, d'avoir une vie totalement correcte et de pouvoir se faire plaisir, plutôt que de rentrer dans des extrêmes et au final d'avoir quelque chose qui est contre-productif. Bah, ça, c'est clair et net. Et à un moment donné, c'est. Moi, le déficit calorique, comme je leur dis aux gens, c'est on peut estimer les choses, mais à un moment donné, en fait, on peut pas être dans leur peau et on peut pas être dans leur corps. Donc, une personne qui, en soi, lors d'un bilan, va te dire, voilà, je fais ça, 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 on va estimer son métabolisme peut-être à 1900 calories, mais si ça se trouve, ben, par rapport à sa génétique, par rapport à ce qu'elle nous a dit, et par rapport aussi à son filtre, ben, en fait, si ça se trouve, elle est à 2200 calories. Et là, en fait, en la mettant à 1900, et ben, en fait, elle va péter la dalle. Et à Mm. côté, on va avoir la même personne qui, moi, je prends mon cas à moi, je sais que moi, je regarde une part de gâteau, je prends 2 kilos. Je sais que j'ai beau avoir un métabolisme, vu que je suis sportif, qui bouge un peu, comparé à une personne qui va avoir les mêmes caractéristiques que moi, je sais que mon métabolisme va légèrement être plus bas. C'est comme ça. Et en soi, l'avantage, c'est que je peux rassasier beaucoup plus vite. C'est déjà une bonne chose. Mais voilà, c'est à ajuster aussi, on va dire, et faut pas partir d'un principe. Le corps doit s'adapter, on rentre là-dedans et on avance. C'est vraiment semaine par semaine, des fois ajuster en fonction des sensations alimentaires, en fonction de la perte de poids et petit bout par petit bout, du coup, on trouve la solution. Ouais, tout à fait. Et puis après, ce qu'il y a, c'est qu'autant il y a assez peu de variations interindividuelles en termes de métabolisme basal. Par contre, là où on va avoir de grosses différences, c'est sur la capacité du métabolisme à s'adapter. Il y a des personnes qui vont avoir un métabolisme qui accélère rapidement en fonction de l'apport énergétique et qui du coup vont pas prendre de poids sur des écarts parce que bon bah ils mangent plus, ils crament plus et puis c'est tout. Et qui inversement vont avoir du mal à perdre aussi parce que le métabolisme se met tout de suite en mode économie d'énergie s'il n'y a pas assez de calories. Donc ça peut dépendre. On peut avoir une adaptation dans un sens mais pas dans l'autre. Donc il y a certaines personnes qui prennent du poids facilement, qui en perdent difficilement, des personnes qui ont du mal à prendre et qui perdent facilement. Donc il y a vraiment tous les cas de figure. Le métabolisme, il est adaptatif et cette fourchette d'adaptabilité, elle est différente en fonction de chacun. Donc il y a certaines personnes, un tout petit déficit, ça va suffire à leur faire perdre du poids. D'autres personnes qui ont besoin d'un déficit un peu plus marqué parce que sinon le corps s'adapte trop. Mais ça, c'est très variable. On ne peut pas savoir à l'avance. Quand on fait des calculs aussi, on est sur des calculs qui sont théoriques. On travaille avec des algorithmes. On calcule des niveaux d'activité physique. On calcule l'effet thermique de l'alimentation. On calcule le poids, la taille, le métabolisme de base, etc.
Malheureusement, ça reste que des calculs et on est toujours sujet à avoir des petites erreurs, des petites imprécisions. Et donc, forcément, une imprécision dans un sens plus une autre, on peut se retrouver avec des calculs qui sont pas forcément bons et c'est OK. Le tout, c'est ensuite d'avoir une approche un petit peu empirique, de tester un déficit, de voir ce qui se passe, de voir les ressentis de la personne, de voir si la perte de poids, elle se fait ou pas, de voir aussi en termes de flexibilité. Est-ce que, il y a des repas à l'extérieur ou des repas, on va dire, hors plan alimentaire? Est-ce qu'il peut y avoir un verre d'alcool de temps en temps, une bière, un verre de vin, un dessert, ce genre de choses qui font partie de la vie et qui doivent être inclus dans le déficit. Alors évidemment, on va pas dire aux gens, dans la semaine, tu as le droit à manger 2 parts de gâteau et une pizza, ça n'aurait aucun sens. Il y a des semaines où on va manger 3 fois au restaurant parce que contexte, et puis des semaines où on va faire aucun écart parce que contexte aussi. Donc, d'ailleurs, j'aime pas utiliser le mot écart parce que ça veut pas dire grand-chose. Les aliments plus denses nutritionnellement, enfin en tout cas plus denses caloriquement parlant, font partie de l'alimentation. C'est juste que c'est plus difficile de les quantifier quand on donne des repères de quantité. Donc le seul élément à observer, c'est finalement, est-ce que en sortant 2, 3 fois par semaine, j'arrive à continuer à perdre du poids? Oui, bon c'est ok. C'est que c'est pas un écart sur la diète, c'est que c'est juste que ça s'inclut dans le déficit calorique et que c'est ok. Par contre, si jamais je sors un petit peu et que je vois que je perds plus de poids, bon, là, ça veut dire que mes sorties annulent mon déficit calorique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que sur le reste de la semaine, on creuse un petit peu? Est-ce qu'on essaye de réduire les écarts? Ça va dépendre du total calorique de la semaine, puisqu'on ne peut pas descendre indéfiniment. Ça va dépendre des écarts aussi, ça dépend de la vie sociale de la personne, ça dépend de son état émotionnel. Est-ce qu'il faut faire une pause dans la perte de poids? C'est possible. Enfin, ça dure 2, 3 semaines parce que professionnellement, je sais pas, les personnes sont sur des salons ou sur des événements où ils peuvent pas contrôler leur alimentation, ou alors elles sont en vacances, par exemple. On fait une pause et c'est pas grave, on repart tranquillement quand ça va mieux. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette flexibilité, de pas être dans une approche dichotomique, réussite-échec, mais c'est juste de se dire, OK, on essaye d'avoir un déficit calorique sur le long terme. Il y a des jours où ce sera possible, des jours où ce sera pas possible. Dans l'absolu, c'est que ça aille dans la bonne direction, de pas se stresser, de pas se mettre la pression, d'y aller tranquillement, d'être patient, et le temps fera le travail. Tout à fait. Et alors moi, j'aime bien le côté lâcher un peu la balance, et surtout le chiffre sur la balance, parce que c'est la première chose qu'on me parle. J'ai fait un écart, c'est bon, j'ai pris 1 kilo, donc t'as pas pris le chiffre ça invite à 1 kilo de plus, ok, d'accord, mais à un moment donné, le poids sur la balance, il va être, tu vas avoir l'eau, tu vas avoir les muscles, le gras, tu vas avoir les os, donc à un moment donné, en fait, c'est pas ciblé gras, et tu prends pas 1 kilo de gras en une nuit, ça marche pas comme ça, c'est que j'ai loupé un épisode. Non, parce qu'un kilo de graisse, c'est entre 7 000 et 8 000 calories. Donc, Mm. a priori, on fait rarement des excès de cette ampleur-là. C'est pas parce qu'on va manger une pizza et qu'on fait peut-être un excès de 300, 400 calories. Si jamais on a pris un peu plus de poids sur la balance et qu'on a mangé un peu plus de glucides, un peu plus de sel, et que du coup, on fait un petit peu de rétention d'eau, ça va partir rapidement. Et effectivement, c'est pas en une nuit qu'on prend 1 kilo. C'est vraiment l'excédent calorique chronique qui va entraîner une prise de poids et pas simplement un repas ponctuel. Mm, tout à fait. Et du coup, moi, ce que j'ai remarqué, c'est certaines personnes, elles peuvent manger, entre guillemets, elles disent, je mange ce que je veux, je prends pas de poids. Et il y a une chose qui ressort pas mal, c'est surtout en termes de sensations alimentaires. Ce sont souvent des personnes qui sont vraiment à l'écoute de leur corps et qui, quand elles ont plus faim, disent, OK, j'ai plus faim, stop, j'arrête de manger et c'est tout, quoi. Et tout va bien. Et est-ce que tu pourrais nous parler du coup un peu plus du coup de ces sensations alimentaires? Oui, alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors c'est vrai que les sensations physiologiques de la faim, on va avoir la sensation de faim et la sensation de satiété, donc le fait d'avoir faim ou de ne pas avoir faim. Et au milieu du repas, généralement, on commence à ressentir ce qu'on appelle le point de satiété, c'est-à-dire que la sensation de faim diminue et puis au bout d'un moment, la sensation de faim disparaît. Donc ça, c'est un premier marqueur. La plupart du temps, on ne s'arrête pas à la sensation de satiété, tout simplement parce que la satiété arrive rapidement. Que du coup, en fait, finalement, on mangerait 4 ou 5 bouchées et puis on s'arrêterait de manger. Il y a un autre facteur qui nous fait nous arrêter de manger, c'est la diminution de l'envie de manger. Donc le fait de ne plus ressentir de plaisir et d'envie à manger. Et donc ça, c'est le processus de rassasiement. Il est sensoriel, donc il va plus être lié aux propriétés organoleptiques de l'aliment.
Et il est spécifique. Par exemple, on peut ne plus avoir envie de salé, mais avoir une envie de sucré, le fameux besoin de terminer sur une touche sucrée, parce qu'on a une envie spécifique de sucré, alors qu'on est rassasié de son poulet, ou de ce qu'on a mangé, ou peu importe, mais qu'on a envie d'un petit dessert, parce qu'on a une envie de sucré qui n'est pas assouvie, et donc on va manger quelque chose de sucré, on va se rassasier. Donc ça, c'est vraiment des besoins qui sont à la fois physiques et à la fois émotionnels, des besoins qui vont être liés au plaisir et qui vont varier en fonction de la vitesse à laquelle on mange aussi. Plus on mange vite, plus on a tendance à manger en quantité parce qu'on va moins bien ressentir le rassasiement. Moi, j'aime bien utiliser petite analogie, c'est par exemple quand on prend sa douche. Si on a un mitigeur qui est très fort, c'est-à-dire qu'on a un débit très important, on va vider très vite le ballon d'eau chaude. Et quand on reste 2 minutes sous la douche, on n'a pas eu l'impression de s'être réchauffé. On a vidé le ballon, mais en soi, on a toujours un peu froid, surtout s'il fait très froid dehors. Euh, pour que la douche elle soit efficace, on a besoin de rester, je sais pas, 5 minutes sous la douche pour avoir l'impression d'avoir pris une bonne douche et d'être bien. Et ça, avec le même ballon d'eau chaude, on va pouvoir l'obtenir en baissant le débit. Donc, par exemple, en utilisant des paumes de douche spéciales ou tout simplement en faisant attention à comment on règle son mitigeur pour diminuer le débit. Le même ballon d'eau chaude va durer 5 minutes au lieu de durer 2 minutes. Et pour autant, bah, avec la même quantité d'eau, on va se sentir bien plus réchauffé si on est resté 5 minutes. L'alimentation, c'est pareil. Si je mange le paquet de cookies en 3 minutes, je vais pouvoir le manger sans souci d'écœurement. À la limite, je vais peut-être pouvoir me dire que s'il y en avait eu plus, j'en aurais mangé plus. Alors que si on prend le temps de le manger, de le savourer, et d'ailleurs, ça fonctionnera mieux si c'est un cookie de qualité plutôt qu'un truc industriel, plus il y a d'informations gustatives, plus il y a d'informations qu'on va communiquer au cerveau, plus c'est facile de ressentir ce rassasiement-là. Plus on va prendre le temps de les manger, plus on va se rendre compte qu'en fait, au bout de 3 à 4 cookies, on n'en a plus envie. Euh, Parce que ça fait un quart d'heure qu'on mange des cookies, qu'on les mange tranquillement, qu'on essaye de profiter du goût. Et ça va amener un rassasiement plus précoce. Donc ça, c'est des mécanismes qu'on observe assez souvent. Et comme je disais, la qualité de l'alimentation joue aussi entre un carré de chocolat de mauvaise qualité et un carré de chocolat de chocolatier. Il y en a un que vous allez vraiment faire fondre euh, dans la bouche, sentir tous les arômes, etc. et qui va vous rassasier. Alors que bon, bah, celui que vous allez croquer vite fait, bah, il va pas tellement vous satisfaire. Vous allez en manger un deuxième, éventuellement un troisième. Donc le fait de resacraliser parfois un petit peu l'alimentation, de prendre le temps de manger, de faire des vrais repas, chose qui se perd dans un monde qui va un petit peu à 100 à l'heure, de manger des produits de qualité, c'est hyper important pour que le cerveau ait la sensation d'avoir mangé, soit rassasié et du coup régule sa prise alimentaire. Ouais, je comprends, j'aime bien l'analogie du blanc d'œuf. Euh, je la récupérer, j'aime beaucoup. Euh, c'est vrai que bah, on prend un steak haché du boucher qui va faire des fois 100 grammes et le steak haché surgelé. Il y en a un déjà, bon, dans la poêle, on va vite voir la différence. Et il y en a un, bah, typiquement, qui va être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus rassasiant et au niveau nutritif, ça va être beaucoup plus intéressant. Pareil pour les fruits, pareil pour pas mal de choses. De base, de toute façon, bah, on a plus de chances d'être rassasié déjà avec des aliments qui sont plutôt bruts que sur des aliments ultra transformés. Ça, y a pas forcément de débat. Et, euh, et après, bon, bah, j'avoue que le chocolat de chocolatier, je prends plus que le Milka à choisir. Ça serait pas, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et tu me disais que le sommeil, du coup, pouvait avoir un affect, par contre, sur tes sensations alimentaires? Ouais, on dit que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit mangent en moyenne 15% de plus. Euh, et donc, ça peut faire vite un surplus calorique chronique. Effectivement, effectivement, oui. Oui, parce que du coup, ça joue sur les hormones. Alors, je sais plus si c'est la gréline ou la leptine. Et du coup, Ouais. ça influe du coup sur les pensées alimentaires. Nickel. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes qui nous écoutent sur bah, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place déjà d'elles-mêmes, de manière, on va dire, entre guillemets, simple pour qu'elles soient plus au fait de leurs sensations alimentaires et peut-être un peu plus légères sur leur alimentation? Alors, ce qui est hyper important, c'est plutôt de se concentrer sur la solution, c'est d'aller chercher la source du problème. Est-ce que c'est parce que, effectivement,
On a été dans une période de vie où on n'avait pas le temps de s'occuper de son alimentation, qu'on a mangé vite, souvent à l'extérieur, beaucoup de plats préparés, beaucoup de Deliveroo, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est parce qu'on a eu des grosses difficultés émotionnelles et qu'on a tendance à les réguler, à réguler ses émotions par l'alimentation? Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas conscience que certains aliments qu'on mangeait étaient très caloriques et puis euh, et du coup ça a entraîné un surplus? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un changement en termes d'activité sportive? La cause de la prise de poids, elle est hyper importante parce que très souvent c'est là-dessus qu'il faut travailler. Euh, donc, prendre le temps de nouveau de se poser les bonnes questions, etc., c'est hyper important. Mais je ne sais pas si on prend quelqu'un qui a de très gros problèmes émotionnels, lui dire de se concentrer sur son assiette et d'essayer de ressentir le rassasiement, ça fonctionnera jamais, parce que le problème, il n'est pas là. La personne sera incapable de se concentrer sur ses sensations alimentaires si elle est bouffée par autre chose derrière. Euh, donc vraiment de traiter la cause et d'être dans une démarche de prendre soin de soi. Ça sert à rien d'être en lutte avec son corps, d'être en lutte avec ses envies. Si le processus de perte de poids est une contrainte qui fait plus de mal que de bien, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Il faut être dans une démarche où on fait du bien à son corps, où on fait du bien à son cerveau, d'être dans une démarche où on a l'impression de faire quelque chose pour soi. Et si jamais les contraintes font que ça génère de la frustration, de la culpabilité ou tout un tas d'émotions négatives qui vont affecter la confiance en soi, l'estime de soi, créer des sentiments d'échec ou ce genre de choses, c'est qu'on n'est pas du tout sur le bon chemin. Donc ça doit Mm. toujours être dans une démarche bienveillante, positive, être à l'écoute de son corps, respecter ses limites, respecter ses besoins. Et c'est par ce biais-là aussi qu'on va être plus attentif à ses sensations et pas l'inverse finalement. Ouais, vraiment totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que j'aime bien poser la question des fois si c'est le bon moment pour entamer une perte de poids. Par moment, oui, on en a envie, oui, ça pourrait être nécessaire. Et si les étoiles sont pas alignées, en fait, à un moment donné, bah, ça sert à rien ça sert à rien d'assister. Il vaut mieux, à la limite, bah, régler ce qu'il y a à régler et après, ben, reprendre ce temps-là pour soi. C'est ça. Vraiment content d'avoir pu discuter avec toi là-dessus. Je pense que ça aura apporté pas mal de précisions à pas mal de monde. Euh, une chose, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver, Violette? Sur les réseaux ou en cabinet? Dis-moi tout. Alors, en cabinet, je travaille dans le 9e arrondissement à Paris, donc rue Rodier, c'est à côté du métro Notre-Dame de Lorette dans le quartier Martyr pour ceux qui connaissent. Et sinon, sur les réseaux sociaux, j'ai un compte Instagram sur lequel j'essaye de poster un petit peu, même si c'est pas toujours le cas. Donc, c'est ultraviolette.d. Donc voilà, et je suis exclusivement sur Instagram, puisque pas de Facebook, de TikTok, de YouTube ou autre. Voilà. Non, mais c'est vraiment génial et pour le coup, j'aime beaucoup les recettes quand tu les partages, elles sont sympas. Donc, je prends note très régulièrement, donc c'est top. Donc voilà. Bah, Super. déjà, merci beaucoup. Merci Avec... beaucoup. Vraiment content de façon de travailler avec toi au quotidien, avec les femmes que j'accompagne et vraiment très très content de notre entretien. Ça me fait vraiment plaisir. Eh ben, merci à toi. Je te souhaite une belle journée. Merci, bonne journée à toi aussi. Génial. J'espère que cet épisode t'a plu. Je sais qu'avec Violette, ça m'a vraiment fait plaisir de l'interviewer, car c'est vraiment une personne remarquable et j'adore vraiment son approche. Moi, personnellement, depuis cette interview, cette métaphore avec le pommeau de douche pour les sensations alimentaires, je m'en sers et franchement, c'est vraiment cool. Donc, pour le coup, j'espère que cet épisode t'aura permis d'avoir des solutions, d'avoir aussi répondu peut-être à certaines de tes questions. N'hésite pas, pense à liker, pense à commenter, d'accord? Ça aide toujours et pense à partager à une amie qui a peut-être besoin d'aide. Dans tous les cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.